C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à tous et à toutes pour le 15e numéro de Jamais trop pas assez, et on retrouve tout de suite Louis-Marie qui nous fait son petit édito de la semaine. Eh bien, bonjour à toutes et toutes. Sale temps pour la gauche. Aux États-Unis, Donald Trump vient de classer les Antifa comme organisation terroriste. Connaissant les lois prises dans la foulée du 11 septembre, on peut s'attendre à voir un certain nombre de fragiles se répandre en larmes sur les réseaux. Comme ceux qui se sont fait cancel par leur employeur après s'être réjouis de la mort de Charlie Kirk. Dans ce contexte, l'Europe va-t-elle suivre la voie, VOIE, de son maître américain ou devenir la base arrière de ceux pour qui la fin, FIN, justifie les moyens, contre ceux pour qui c'est la fin, FAIM? Alors oui, la mort de l'influenceur blanc, conservateur et chrétien Charlie Kirk est un gigantesque contre son camp de la gauche américaine. Il y a eu Obama pour 2 mandats, puis Biden et Kamala. Cela devrait suffire à nous convaincre que le camp du bien a des soucis de ressources humaines. Sale temps pour la gauche, la preuve, il pleuvait le week-end dernier, normal, c'était la fête de l'UMA. On va partir tout de suite avec la revue de presse. S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Et puis je veux pas que tu fasses cette émission. Où c'est l'occasion jamais de dire la vérité, va. Est-ce que vous allez vous taire à la fin ? Le boomer de la semaine n'est pas n'importe qui, mon cher Seb, il s'agit de Thierry Breton, qui déclare, je cite, « La France engrange 1500 milliards et dépense 1670 milliards. La retraite est payée par les actifs. 27 jours, les 3 jours restants, les enfants payent. Ça n'est pas normal. » Vas-y Thierry, pars devant, on va te ralentir, je pense. Alors, moi, comme on a accusé des fois de stigmatiser les boomers, et il y a quand même de l'espoir, il y a une lueur d'espoir. Je vais te passer ce témoignage. C'est mon boomer de la semaine. C'est pas ma catégorie, mais je pense qu'il fallait qu'il s'exprime et qu'on l'entende. Moi, j'écoute pas ce que dit l'extrême gauche. Moi, je leur mets des claques, mais j'écoute pas ce que disent ces gens-là. Non, mais ces gens sont extraordinaires parce qu'ils ont pensé jusqu'à maintenant qu'ils avaient le monopole de l'histoire, le monopole de la culture et le monopole de tout. Et là, ils se rendent compte que ça leur échappe complètement. Ils sont en train de perdre. C'est pour ça qu'ils se raidisent d'ailleurs. Ça va être la butte témoin du post-marxisme des années 60. C'est la fin. Pour eux, c'est la fin. Et d'ailleurs, ils vont devenir méchants d'ailleurs à cause de cela. Ils sont déjà méchants. Et c'est incroyable, j'ai l'impression de t'entendre. C'est ça, mais je me suis dit, c'est moi, on m'a enregistré à mon insu, je suis le Cohen de ta vidéo. T'es relayé par le compte Twitter Une Bonne Droite, et comme quoi, donc tu vois, il y a une lueur d'espoir, et on peut encore être boomer et jeune dans la tête. Ça marche, alors que Macron, c'est plutôt l'inverse. C'est un Giscard dans un corps, dans un nouveau costume. Raymond Barre dans le corps d'un quinquas de la Société Générale. de Châteauroux. On a parlé pas le dernier numéro, mais le numéro d'avant sur le quadrillage des médias à l'approche des élections présidentielles. Et il faut savoir que dans la série Les bons et les mauvais milliardaires qui veulent influencer l'opinion, aujourd'hui les amis de Macron donc, rachètent les médias populaires auprès des jeunes. Voilà donc Raphaël Saadé qui rachète le média Brut. Alors Brut, on rappelle, Rémi Buzine, c'est un peu un média qui est né au moment de Nuit debout. On a également dans le même registre le banquier Mathieu Pigasse, le Soros du pauvre, qui vient tapiner à la fête de l'humanité. Et je vais te passer ce petit extrait. Donc Mathieu Pigasse à la fête de l'humain. Ils matraquent en permanence sur leurs ondes, dans leurs journaux, sur les antennes, un triptyque en fait, que moi j'appelle les 3 I, immigration, islam, insécurité. Puis ça matraque, ça matraque, ça matraque. Ils n'ont aucun état d'âme à agir sur les lignes éditoriales des médias qu'ils contrôlent. Il suffit de regarder CNews, qui pour moi est la caricature, et pour nous tous d'ailleurs la plus extrême. Donc ça démarre par, en général, des sites sur les réseaux sociaux qui va relater un fait divers, évidemment horrible. Ce fait divers va être repris par en général un site internet, par exemple Valeurs Actuelles. Europe 1 va enchaîner, CNews reprend, et ensuite on va retrouver ça dans le JDD le dimanche. Ça c'est la mécanique systématique. Elle ne s'arrête pas là, cette mécanique. Alors je l'ai coupé là, mais en fait en gros il nous décrit en fait un peu l'écosystème qui peut être applicable également à ces médias et aux médias du service public. Et puis avec l'idée complètement délirante, je trouve que de penser que les médias influencent et que les gens sont cons et qu'ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Je pense qu'à gauche, ils sont la bonne parole incarnée et qu'il faut qu'ils pensent mieux que les gens et qu'ils pensent à la place des gens et qu'ensuite faut leur montrer la lumière. Ils sont restés sur l'idée de l'avant-garde du prolétariat. Donc ils vont venir nous expliquer quoi dire, quoi faire, quoi penser, quoi voter.
Et ce qui est, alors, bon, après ça, on en reparlera sûrement, parce qu'on va en reparler à propos de Delphine Ernotte et tout. Il y a quand même il y a ce que j'appelle le vortex Bolloré, parce que c'est vrai que je fais souvent, quand je rencontre des gens de gauche, dès que tu mets le mot Bolloré dans la conversation, et en fait, généralement, tu n'as pas besoin de le mettre parce qu'ils le mettent eux-mêmes, ça les rend fous, en fait. Ils sont complètement fous avec Bolloré, et j'ai du mal à comprendre pourquoi, puisque finalement, on l'a déjà dit dans l'émission, le mec a des moyens, hein, c'est clair, mais bon, c'est tellement rien en termes de moyens par rapport à d'autres médias et d'autres groupes. Je parlais de CMA, CGM, c'est beaucoup plus de pognon. Enfin, je parle pas du service public qui a quasiment le monopole et la priorité sur les chaînes de la TNT. Là, ça pose pas de problème. Donc c'est étonnant. Voilà, c'est cette disproportion de. Et c'est vrai que peut-être ce qui les fait rager, en fait, c'est que ces médias ont de plus en plus d'audience, alors que les leurs marchent de moins en moins bien. Il y a ça. Moi, je crois qu'il y a un truc qui les fait rager profondément, c'est que Bolloré, c'est quand même lui qui vend le papier à cigarette au CB avec lesquels ils roulent leur pétard. Ah. Voilà. Mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi que, et on va reparler sur l'affaire Ernotte, je crois on va dire, pour parler jeune, la fille, elle a le seum. Oui, on va en parler, on va revenir. On reste toujours à la fête de l'UMA. Oui, alors à la fête de l'UMA, qui accueille effectivement le banquier d'affaires Mathieu Pigasse comme une star de rock, a tout simplement viré Paul Watson, ou plutôt il y a un certain nombre de petits jeunes qui ont voulu perturber la conférence de Paul Watson au motif qu'il serait facho. Alors on sait que facho c'est tout le monde sauf eux, et j'ai pas retrouvé la vidéo, mais tu vois une charmante demoiselle en larmes parce que elle s'est pris un taquet par le service d'ordre qui l'a pas laissé faire. C'est incroyable. Le service d'ordre du PCF qui a tapé une militante. Oui, parce que alors qu'elle était animée quand même par la force de la foi. Quelle tristesse. Oui, alors toujours PCF, je pense qu'il faut enchaîner là. Alors le PCF a été condamné à payer 68 000 € d'amende pour n'avoir pas respecté les lois relatives à la parité aux élections législatives. Et oui, en effet, ces idiots pensaient que ça ne marchait que dans un sens, l'égalité. Alors, ils ont présenté plus de femmes que d'hommes. Ouais, j'ai vu le tweet de Yann Brossa qui était scandalisé. Bah ouais, gars, c'est les propres règles que vous avez mis en place. Et puis, le gars, il n'a pas compris que l'égalité, c'est comme un béret, ça n'a pas de sens, quoi. Très bon. Très bon. Et puis, toujours, on va rester à gauche, parce que, et puis, comme ça, on va les habiller pour l'hiver. Je crois que c'est un élu LCI, donc lyonnais, David Souvestre, qui est bloqué au Mexique depuis mars, où il s'était rendu pour s'acheter des bébés. Et il n'arrive pas à avoir des documents français pour dédouaner les marchandises. Manquez pas ça. Gringo. Il faut dire, pour les auditeurs, il y a 2 GPA, il y a l'éthique et la pas éthique. Alors c'est simple, la pas éthique, la femme elle est payée, puis l'éthique elle ne l'est pas. Voilà. On referme pour le moment cette petite revue de presse et on passe au premier dossier qui est la continuité de l'émission de la semaine dernière. Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. S'il y a de l'arnaque dans l'air, oubliez un peu tonton Béraud. On va repartir sur la semaine dernière. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à voir l'émission avec Céline, que l'on a fait la semaine dernière sur Charlie Kirk, mais on l'a fait juste après, quasiment le lendemain de son assassinat, donc ça a été très improvisé. On a plus d'infos depuis. Donc Charlie Kirk a été assassiné par un jeune homme qui vivait mal sa bromance avec son colocataire transgenre. Dans un message écrit retrouvé chez lui, il indique avoir éliminé l'influenceur parce qu'il propageait trop de haine. Depuis, les gauchistes américains, dans le grand esprit de nuance et d'humanisme qui les anime, ont dansé sur la dépouille du jeune père de famille. Un être humain dont le seul crime, visible, était de dialoguer avec ses opposants et de s'exprimer avec éloquence. Et c'est une bonne chose pour eux qu'il ait disparu, car, paraît-il, c'était un fasciste. Exemple ici, avec une référence, paraît-il, philosophique de notre gauchistan local. Il s'appelle Norman Ingéry. C'est une sorte de wannabe Dieudonné. Je te fais écouter. C'est chez un Twitcher de gauche. Donc voilà, on écoute notre sage philosophe de gauche. On se débarrasse de cette espèce de surmoi libéral qui consiste à essayer d'universaliser chaque situation. C'est un facho qui s'est fait buter. Oh, imagine que ça arrive à ton camp. Mais j'en ai rien à foutre, en fait. Là, c'est un facho. J'en ai rien à foutre, tu vois, de cette espèce d'universalisme kantien. Et que la maxime de mon action... J'en ai rien à foutre. Okay. C'est un facho qui s'est fait buter. Non, j'ai pas envie que ça arrive au mien, en fait. J'ai envie que ça vous arrive à vous. Voilà, donc je pose la question, si les mots c'est déjà du fascisme, avec un meurtre pour des mots prononcés, on en est où exactement sur l'échelle du fascisme ?
Alors, il fallait s'en douter, ces festivités gauchistes à la suite de l'assassinat politique de Kirk ont entraîné la plus grande campagne de licenciement de l'histoire américaine. Beaucoup de gens identifiés sur les réseaux sociaux ayant été virés sur le champ. De manière générale, cet assassinat se transforme en gigantesque tir contre son camp de la gauche woke, déjà en déroute aux États-Unis. Charlie Kirk devient un martyr et plus encore, il devient populaire auprès de la majorité de gens qui, au-delà des frontières américaines, ne le connaissaient pas jusque-là. Évidemment, en France, où je crois bien que nous réussissions l'exploit d'aligner des gauchistes encore plus crétins qu'aux États-Unis, car ils sont plus éduqués, on s'insurge de cette atteinte à la liberté d'expression. Ce n'est pas faux. Pour ma part, je ne suis pas fan de ces méthodes de chasse aux sorcières. Je précise que j'en ai été moi-même victime. Dans l'autre sens, mais ça n'a choqué personne. Mes propos étaient alors jugés trop à droite. Mais à droite, sur l'échelle de l'Antifa, ça commence un épisode de la patte patrouille, en gros. Je m'étonne néanmoins des cris d'orfraie de ces gauchistes américains qui goûtent enfin à la médecine qu'ils administrent le reste de l'année à ceux qui ne sont pas de leur avis. L'armada woke, comme nos insoumis locaux, passent littéralement leur vie à traiter tout le monde de fasciste, pour tout et rien, à canceller, à menacer. Mais quand ça les touche, eux, sur leur fiche de paye, ça passe illico en mode « ouin ouin, les heures sombres sont de retour », comme si dans l'histoire, même après avoir validé son meurtre, ils étaient encore la victime du terrible fasciste Charlie Kirk. Amis gauchistes, les mots ont un sens. Si tout le monde est fasciste, alors plus personne ne l'est. Vous avez ouvert la boîte à cons, et le pire, c'est que vous continuez sur ce mode. C'est devenu votre identité politique, et elle repose sur un mot dont vous avez détruit le sens. L'assassinat de Charlie Kirk, c'est la continuité logique de la cancel culture. On efface l'humain, on l'éradique. Alors que la presse française, fidèle à ses traditions financières, redessine une réalité alternative à base de photos truquées et de citations tronquées où Charlie Kirk aurait été d'abord victime de lui-même et de ses idées, il s'avère, et les exemples s'accumulent, que l'influenceur conservateur prônait le dialogue avec les gens opposés à ses opinions. Quelle outrecuidance! Il s'avère également qu'il était bien moins raciste que la majorité de nos nerviers LFI, qui voient des racisés partout et font du communautarisme et de la division leur fonds de commerce. Je vais donc en profiter pour rappeler quelques bases à ces Français qui me font honte, gauchistes et journalistes, et à qui, des parents au tribunal en passant par l'école, on n'a visiblement pas administré les bonnes leçons ni les bonnes baffes au bon moment. Quoi qu'on pense de Charlie Kirk, quoi qu'il ait dit, 1. Ne pas avoir les capacités intellectuelles pour soutenir l'argumentation d'un homme ne justifie pas d'arracher un père à ses enfants. Éliminer les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est ça le fascisme. 2. Se réjouir de la mort d'un humain, ça s'appelle la barbarie. J'aurais le même discours pour Mélenchon ou même un de ces abrutis de Twitchers de gauche s'il venait à être exécuté. Ce que je ne souhaite pas, je tiens à le préciser. On ne sait jamais. Non, ami gauchisme, le fascisme ne commence pas avec la contradiction de tes certitudes. Ça s'appelle l'endoctrinement et la pensée fanatique. Endoctrinement, pensée sectaire. Il est vrai que d'un seul coup, on comprend mieux l'association qui peut s'opérer entre islamistes et gauchistes. Les deux fonctionnent comme des sectes. D'ailleurs, Charlie Kirk nous avait prévenu. The spiritual battle is coming to the West. And the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American way of life. Pour conclure, Bernie Sanders, qui est le Mélenchon américain et qui, dans un tweet officiel, a condamné l'assassinat de Charlie Kirk et a exprimé ses condoléances à sa famille. Voilà, Mélenchon n'en a pas été capable, ça en dit long sur, en tous les cas, sur Bernie Sanders, qui a une certaine ossature, on va dire même une certaine verticalité. Non, mais c'est vrai que quand je dis qu'on a vraiment les gauchistes les plus abrutis en France, je le pense vraiment. Je pense que même il y a des sacrés cas aux États-Unis. Hein. Mais il y a eu un peu plus de dignité, j'ai l'impression, chez certains influenceurs de gauche, en tout cas. J'ai entendu une théorie qui est pas mal, qui est intéressante, c'est de dire, en fait, c'est de partir de l'idée du point Godwin. Il n'y a qu'une seule chose, il y a l'image et le personnage d'Hitler permettent des exceptions à toutes les règles. Hein. C'est-à-dire que d'une manière, on pourrait dire, est-il autorisé moralement d'aller danser sur la tombe d'un ennemi ? La réponse est non, sauf si c'est Hitler. Oui, comme tout le monde devient Hitler. Voilà. Et donc le mouvement est exactement celui-là, c'est de hitlériser Charlie Kirk. Et ce qui est fascinant, c'est que tous ces gens qui voient du fascisme partout, quand il y a eu le Covid, le machin, les confinements, les passes, les trucs, là, il n'y avait pas de problème, c'était la science d'abord, enfin, tu vois, c'est... Oui, et quand ils ont les deux pieds dans le fascisme, ils ne s'en rendent pas compte, en fait. Et quand on a mis suspendu les soignants et les pompiers qui refusaient de se faire vacciner, de se faire injecter, hein, puisque eux, ils ont tous été se faire injecter, évidemment. Il n'y a plus eu ni syndicat ni gauchiste. Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. S'il y a de l'arnaque dans l'air, oubliez un peu tonton Béraud. Alors, où tu nous emmènes cette fois-ci, Louis-Marie ? On va pas aller très très loin, on va rester dans le monde anglo-saxon, on va aller à Londres, donc de l'autre côté de la Manche. Il s'est passé que ce week-end, il y a eu une manif, puis alors pas une petite, même d'après les images officielles. Et on va la décrire en termes
médiatiquement acceptable, on va dire qu'il y a l'extrême droite qui a défilé en masse dans les rues londoniennes. C'était très, très, très intéressant à suivre. De France, en tout cas, alors d'abord, ça a été. Bon, d'abord, on a eu les images en direct, vraiment grâce à tous les tweetos qui étaient sur place. Grâce au réseau, sinon ils n'en auraient pas parlé. Donc, clairement, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde. C'était autre chose que la manif du 18 septembre, si vous voulez, mon avis. C'était pas le blocage du lycée. C'était clairement pas 3 poubelles alignées. Donc déjà, c'était des manifs très très calmes. Il n'y a quasiment pas eu d'incident comparé au nombre de gens qui étaient là. Alors, en France, ils disent entre 110 et 150 000. Entre 100 et 150 000 en France. En Angleterre, les chiffres officiels du ministère, de Scotland Yard, là, c'est 80 000. 80 000, d'accord. Alors, moi, au bas mot, je pense, des images au drone que j'ai vues. Les organisateurs ont parlé de 3 millions, ce qui est évidemment très exagéré. C'est beaucoup trop, mais je pense qu'on est au moins à 350 000, au moins. Et tu vois, c'est intéressant. D'habitude, en tous les cas en France, on est habitué à ce que le ratio organisateur-préfecture soit de 1 pour 2. Et que la vérité se trouve. Mais là, on est à du 1 pour 30. Donc, oui, alors ça a été une manif extraordinaire, parce que d'abord, il n'y a pas eu de casse, mais un peu, c'est comme de dire, après la mort de Charlie Kirk, il y a eu des prières. Il n'y a pas eu de voitures qui ont brûlé comme après celle de Floyd. Là, pareil, ça a été une manif bon enfant, sans casse, ils ont rien brûlé. Donc, sans trop de drapeaux palestiniens. Et en plus, sans drapeau palestinien. Alors, et curieusement, moi j'ai vu des images, il y avait énormément, il y avait pas mal de noirs dans cette manif. Alors, voilà. Donc, manif raciste. Alors, attends, parce que voilà, est-ce qu'on a précisé que c'était quand même une manif anti-immigration ? Voilà, c'était une manif, on a dit d'extrême droite. Oui, mais on n'avait pas précisé le motif. Ça, c'est un peu le traitement médiatique qui a été fait ici. Mais en fait, il y a eu un appel quand même, et c'est clairement une manif. On l'avait relayé ici, ça fait des semaines qu'on en parle de ce qui se passe en Angleterre. Il y a un mouvement de contestation de fond anti-immigration illégale, en clandestine en tout cas, avec notamment, ça a commencé avec les grooming gangs et le scandale des grooming gangs, et puis maintenant c'est carrément les avantages dont bénéficient les clandestins. Voilà, pour des raisons économiques. Voilà, on exproprie les Anglais pour loger des clandestins. Parce que à qui on donne de l'argent de poche, un téléphone, qui ont accès à des soins, alors qu'on sait qu'en Angleterre, la médecine, c'est une catastrophe. Et comme tu dis, donc, c'est une manifestation, et c'est très intéressant, c'est que donc, c'est massif, c'est populaire, bon enfant quand même, il n'y a pas eu de casse, beaucoup d'immigrés légaux qui ont défilé, parce que si tu veux, moi je sais, quand tu es immigré légal, c'est pas gratuit l'Angleterre. C'est le même tarif que pour les autres, ça coûte très cher. Donc, t'as pas les avantages. D'ailleurs, t'as aucun avantage, en fait, en gros. Tu payes tout encore plus cher. Donc, si tu veux, les immigrants qui jouent le jeu, on va dire, des visas, des machins, les étudiants, là, ils l'ont un peu mauvaise, en fait. Et après ça, il y a eu l'Angleterre, c'est quand même un pays qui est très mix. Il y a beaucoup d'origines et de gens qui sont installés depuis plusieurs générations. Et les mecs, c'est pareil. Peu importe la couleur de peau, qu'il soit noir, un Pakistanais, un hindou, tu vois, ils voient d'un très très mauvais œil tout ce qui arrive. Et donc là, ça fout en erreur 404 le pouvoir, le gouvernement, parce qu'en fait, comment tu peux... ils n'arrivent pas à dealer en fait avec des manifestations anti-immigration, avec des noirs... Avec des migrants dedans. Avec des migrants dedans. Et à l'origine de cette manif, c'est Tommy Robinson. Et Tommy Robinson, c'est un des lanceurs d'alerte sur les affaires des grooming gangs. Donc, il a été en prison pour avoir parlé de ce truc-là. Affaires, on va le rappeler encore, où des gangs de Pakistanais ont prostitué, violé, torturé, voire, je crois, tué des femmes exclusives. Voilà, des centaines et des milliers de femmes exclusivement blanches. Mais attention, c'est pas du racisme anti-blanc. Et surtout souvent issus de classes sociales très basses. Oui, et tout ça a été mis, et surtout tout ça a été mis sous silence, voilà, pour ne pas stigmatiser. Voilà. Donc c'est ça l'affaire des grooming gangs, et ça remonte à loin. Donc et d'ailleurs pour revenir sur l'Angleterre, là tout récemment, Donald Trump était en Angleterre.
Oui. Alors, je sais pas si tu as vu les vidéos, mais il a taillé un short à Keir Starmer, mais carrément, il lui a dit « Tu n'es qu'un gros connard ». C'est vrai, j'ai raté cet épisode. Oui, non. Il lui a taillé un short à propos justement de ces manifs et en disant « Starmer, tu fais de la merde ». Et puis, il n'y a pas été de main morte. Ouais, j'ai pas vu ça. Et il a aussi, le maire de Londres, normalement, aurait dû être invité, enfin, on aurait dû participer au dîner de réception, et Trump a dit « J'en veux pas ». Donc il arrive et il remonte les bretelles de Starmer tellement haut qu'il a le pantalon qui lui est rentré dans le trou de balle et il refuse le maire de Londres, qui est quand même une petite ville en Angleterre, si tu veux, connue, quoi. Et en fait, il a fait une manif à lui tout seul. Et là, il y avait Donald Trump, ça vaut les 3 millions d'Anglais qui ont manifesté. Donc oui, sale temps pour la gauche, on le disait. Et moi, dans la suite, on est en Suède. Tu sais que la Suède qui a massivement aussi ouvert, qui a ouvert son cœur et son portefeuille. Là, donc, la Suède réduit ses aides sociales dans l'espoir de restreindre l'immigration. C'est officiel, c'est Le Monde qui nous l'apprend. Et la Suède n'est pas un buffet pour tous les peuples du monde, a lancé Linda Lindberg, chef du groupe des démocrates de Suède, qui doit être un groupe d'extrême droite. Moi, ça me rappelle quelqu'un, Michel Rocard peut-être. C'est marrant parce qu'on parlait toujours à un moment du modèle suédois qu'il fallait suivre. Tu vois, bizarre. Là, on n'entend pas parler de ça. Alors, tu vois aussi des images en Angleterre, pour revenir sur eux. Il y a des contre-manifs. Il y a une manif contre l'immigration, puis il y a des contre-manifs contre l'immigration. Mais alors, c'est pas du tout le même nombre, d'une part. J'ai même pas vu les images. Ils sont moins nombreux. Et puis, c'est vrai qu'ils ont l'air un poil plus nerveux, quoi. Ouais. Non, c'est ça aussi. C'est que, en fait, on commence à sentir un peu une vague de fond. Alors, très prononcée en Angleterre, mais parce qu'ils sont allés très très loin dans le délire. Très longtemps. Mais on voit que ça déstabilise. Alors, le gouvernement anglais évidemment, mais que ça nous déstabilise le reste de l'Europe. Il y a d'ailleurs un truc qu'il faudra regarder de plus près, c'est qu'il y a un accord entre la France et l'Angleterre. Si ils vont commencer à nous renvoyer. Ils vont commencer à nous renvoyer parce qu'ils nous payent pour les garder. Ouais, mais s'ils traversent, ils vont dire vous faites pas votre boulot, donc ils vont commencer à nous les renvoyer. Parce que ce qui va se passer là, moi je pense qu'ils vont devoir céder en fait, parce que ça va finir par mal se passer en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir des morts. Et on l'a dit aussi que le Brexit, ça a été sur ce motif-là. Mais le problème, c'est que la dernière, enfin tu vois, ils sont en Angleterre, mais le port d'entrée c'est nous. J'ai eu l'occasion de me rendre à Grande-Sainte. J'ai voyagé à Dunkerque. À Dunkerque, il y a un truc marrant, c'est que les bus sont gratuits. Ça marche plutôt bien. Ouais. Et j'étais donc à Grande-Sainte. À Grande-Sainte, il y a un camp de migrants. Et c'est vrai qu'il y a un supermarché. Alors, je ne sais pas comment le supermarché fait pour tenir, parce que les migrants entrent, se servent et sortent. Ouais. Enfin, les migrants légaux, c'est comme le Pas-de-Calais et tout. Donc, et c'est quelque chose, les gens qui vivent là, je ne sais pas ce qui se passe pour eux, mais c'est pas le tiers-monde, c'est pire que ça. Je pense que, je ne sais pas, c'est le quart-monde. C'est vrai que c'est des clochards dans des tentes qui ont des comportements extrêmement violents. Il y a beaucoup d'hommes, par ailleurs. Donc, une jeune fille qui se promène dans ces environs-là a fort à craindre. Et ça veut dire que si l'Angleterre commence à nous renvoyer ceux qui traversent au motif qu'on ne les a pas retenus, et parce qu'ils nous payent pour le faire, donc ça veut dire que Retailleau risque d'avoir un petit trou dans son budget, ils vont arriver là, à Grande-Sainte, à Dunkerque et au Pas-de-Calais. Et on est capable de dire oui en plus. On est capable de dire oui parce que nous sommes tellement... Oui, nous sommes tellement humanistes, nous avons des valeurs qui nous permettent d'accepter 4 milliards de personnes sur notre territoire. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, selon ce principe-là, je crois qu'on peut accueillir concrètement la moitié de la planète. Il y a eu, depuis la première élection de Macron, c'est Marc Vanguard qui signalait ça, il y a eu 2,2 millions de titres de séjour qui ont été accordés en France. Et entre 15 et 20% le sont pour le travail. C'est-à-dire que les gens qui viennent en France ne viennent pas pour faire les boulots que les Français ne veulent pas faire, ils ne viennent pas pour bosser du tout, en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Oui, on va revenir. Je pense que c'est une thématique, là, on la sent monter. Effectivement, l'Angleterre, c'est le canari dans la mine. Ça pourrait être l'enjeu central en France, mais comme je dis, on n'en parle pas dans les médias, parce qu'en fait, on n'a pas les grooming gangs, mais bon, tu vois, l'assassinat de Philippines ou de Lola, tu vois comment c'est passé sous silence, comment c'est tout de suite, dès que tu en parles, t'es taxé d'extrême droite, alors que c'est juste des gens qui se font assassiner, des gamines qui se font assassiner en plein Paris, par des gens qui devraient pas être là en fait, en gros, mais bon, ils arrivent à te dévier le débat
Voilà. Bon, mais ça devrait. Je pense que à la lumière de encore quelques ce qu'ils appellent des faits divers, mais le truc c'est que c'est tout le temps. Ça peut être au centre de la prochaine élection. Je pense que c'est effectivement pas des faits divers. Ça traduit quelque chose. C'est le fait divers, fait diversion, disait Baudrillard. Ça traduit quelque chose. En fait, c'est que l'économie occidentale est plus qu'en phase de ralentissement. Et il n'y a plus assez à manger pour tout le monde, tout simplement. Le matériel ne prédispose pas à l'émigration à l'heure actuelle. Voilà, c'est un petit peu... ma conclusion avant qu'on parle d'économie et qu'on revienne justement sur ce problème. Voilà. Mais avant, je te propose de faire un petit interlude avec un message de notre sponsor. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc quoi? Tu me respectes pas, espèce de petite merde? Poum, 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 poum. Dissidence, la collection officielle. Retrouvez les personnages cultes de la dissidence avec une incroyable collection unique de figurines peintes à la main et replongez dans ces histoires rocambolesques grâce aux fascicules explicatifs. À chaque numéro, une figurine inédite, détail saisissant et finition soignée. Le numéro 1, Alain Soral et son fascicule, 2,50€ seulement. Voilà. J'en veux une. C'est Alain Soral et son fascicule. Ouais, okay. Bon, on ne devrait pas se moquer comme ça. Non, il vient de prendre un enferme. S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Et puis je veux pas que tu fasses cette émission. C'est l'occasion jamais de dire la vérité, et va. Est-ce que vous allez vous taire à la fin? Lui, je l'ai reconnu. Le gars qui dit la vérité, j'ai reconnu sa voix. C'est Darry Cole. Ouais. Petit canaillou. J'ai reconnu. Je sais pas dans quoi, mais... On devrait faire les news. Avec l'accent de Darry Cole. Oh non, c'est incroyable. Alors, en Angleterre, une manifestation massive anti-immigration. Alors, le championnat international d'échecs à Sestao, en Espagne, les organisateurs voulaient interdire aux joueurs israéliens de participer sur leur drapeau national. Protestation près de la fédération qui donne raison à ces derniers. En conséquence de quoi, le jour de l'ouverture du tournoi, les organisateurs ont enlevé tous les autres drapeaux, sauf celui de la Palestine qui n'avait pas d'équipe. C'est énorme. C'est énorme. Et donc les Israéliens ont été obligés de concourir sans drapeau suite aux sanctions, et ils ont refusé. Et donc ils n'ont pas participé. Et c'était pas un championnat du monde, c'est un championnat international. Alors devine où ça se trouve, Sestao en Espagne, au Pays Basque. Ouais. Ces gens, avec le nom, ouais. Voilà, ces gens occupés par les Espagnols. Alors je suis un peu perdu là dans mon échec Espagne, Angleterre. On devait parler de la télé. Voilà. Bon, alors on va faire un gros morceau. Ça a pas mal buzzé cette semaine. Le France Internet. On va faire un petit point d'étape. Après avoir été saisi sur le cas Cohen-Legrand et sur leurs vidéos publiées par le site l'Incorrect, l'Arcom annonce la création d'une commission indépendante pour établir un bilan sur la neutralité du service public. Bouh. Superbe. Alors, je vais en décoder. Des gens payés par Nicolas qui paye. Ils vont engager d'autres gens payés par Nicolas qui paye pour savoir si des gens payés par Nicolas qui paye ne feraient pas, avec l'argent de Nicolas qui paye, la promotion de gens payés par Nicolas qui paye. Alors, je peux déjà te donner en exclusivité les conclusions de cette commission indépendante. C'est la faute à l'extrême droite et Bolloré, c'est un méchant fasciste. Voilà, ça va être la conclusion. Si on peut économiser 100 000 balles au passage sur cette commission indépendante, ce sera toujours ça de gagner dans les caisses. Tu crois que j'exagère quand je dis ça? Mais non. Car figure-toi que c'est exactement la ligne de défense de la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui s'offre une belle campagne de presse unanime pour tenter un contre-feu face au scandale qui secoue les services publics de l'audiovisuel. Delphine Ernotte, pour ne pas aborder la question de fond du manque de neutralité de ces chaînes du service public, Delphine Ernotte, donc, contre-attaque dans Le Monde en déplaçant la cible. Je cite, ouvrez les guillemets. La galaxie médiatique de Vincent Bolloré veut la peau de l'audiovisuel public. La dirigeante appelle à admettre que CNews est un média d'opinion et une chaîne d'extrême droite. Quel est le putain de rapport, Delphine? La question n'est pas de savoir si une chaîne privée soit de droite ou d'extrême droite, mais bien qu'un groupe d'audiovisuel public, financé par nos impôts, favorise tel ou tel parti politique ou candidat à une élection présidentielle. Il est là le problème. C'est pas Bolloré le problème dans cette histoire. C'est toi. On rappelle la fiche de poste de Delphine Ernotte. Écarter des plateaux les opposants au greenwashing. Elle l'a dit elle-même à la conférence de presse de rentrée de France Télévisions. Conforter le candidat politique du système en interne. Qualifier toute opposition d'extrême droite et surtout, elle l'avoue elle-même. Tout d'abord, je tiens à dire qu'on ne représente pas la France telle qu'elle est, parce que si on représentait la France telle qu'elle est, on aurait toujours 5% de femmes dans les expertes. Pardon de dire ça comme ça, mais on essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit.
Voilà, c'est comme ça, c'est plus simple. C'est une digne représentante de la France Potemkin. J'allais te le C'est dire. exactement ça. C'est exactement. le pitch de notre émission. Merci Delphine. C'est France Inter Potemkin. C'est Radio France Potemkin France en fait. Inter Potemkin. Donc on va quand même, sur une dernière note, rappeler le salaire de Madame Delphine Ernotte, qui n'est pas un salaire Potemkin pour le coup, c'est 400 000 € par an. C'est à peu près de l'ordre de 35, entre 35 et 40, 38 000 € par mois. Ouais, alors c'est 33 000 € par mois elle touche. Voilà, c'est-à-dire que 33 000 € par mois, c'est un an de salaire d'un professeur. Hein. Oui, en gros, voilà. Pour beaucoup de gens, 30 000 €, c'est le salaire annuel. Non, mais c'est en gros, je pense que c'est le salaire moyen. Ah non, c'est au-dessus. Non, c'est le salaire, c'est quoi, 33 000, ça fait quoi? Ça fait non, quoi 33 000, 30 000, non, c'est... Ça dépend brut ou net. Ça fait, oui, non, je te parle en net, on est dans du 2500, ouais, c'est ça. entre 2500 et 3000 par mois. Donc, au-dessus du salaire médian, mais bien au-dessus du médian, mais en dessous du moyen. Non, au niveau les deux. du moyen. Les deux. Le moyen, c'est combien? Ouais. Ça doit être 2002, 2004. On va continuer, je vais faire le débrief. Non, mais ce que je voulais elle est dire, beaucoup trop payée, c'est ce qu'on voulait dire. Voilà. Oui, elle est beaucoup trop payée. Et ce que sa sortie veut dire, elle est sortie des médias, c'est qu'ils sont en train de dégringoler. C'est le thème de l'émission, c'est ça le temps pour la gauche. Ils sont en train de dégringoler en termes d'audience. Oui, c'est une catastrophe. Le journal de Léa Salamé s'effondre. Elle a été bonne, hein. Ah, faut dire qu'elle a été bonne. Oui, Cotillard, là, elle a été bonne. J'ai vu. Et alors, ça va ton mec? Elle était meilleure que dans Batman, Cotillard. Mais bon, Marion Cotillard est une très très bonne actrice. J'avais vu dans une comédie, dans un court-métrage de Gilles Lelouch qui s'appelait Boomer, et elle est exceptionnelle dans ce court-métrage. Moi, je l'ai vu dans Taxi. Alors, Boomer, c'est pas un court-métrage sur les boomers. C'est un court-métrage sur les fans de tuning. Et c'est le premier court-métrage de Gilles Lelouch, et t'as Marion Cotillard qui joue sa meuf, mais qui est excellent. Je vous invite à voir ce court-métrage. Il doit être sur Internet, je pense. Alors, pour finir sur Delphine Ernotte, je te donne la réponse. C'est effectivement 2007, le salaire moyen. Alors, ça veut rien dire, parce que effectivement, oui, voilà, on l'a dit, hein, le médian. En net, on l'a expliqué. Hein. Mais 2007, d'accord. Donc, Delphine Ernotte. Pour le coup, ça me paraît beaucoup, 2007 net en moyen. Ça me paraît beaucoup, là. Parce qu'il suffit d'une Delphine Ernotte pour que le salaire net augmente. C'est justement ça le problème de la moyenne. Il suffit que ça veut dire, en fait, il y a des très gros salaires. Il y a des très gros salaires en France, bien sûr. Et un très gros salaire vaut beaucoup plus dans la moyenne que les petits. T'as beaucoup de gens qui... t'as beaucoup de gens qui sont entre 1005 et 2005. Après, t'as quelques qui vont jusqu'à 4000, t'as une petite poignée. Et après ça, t'as un gros trou. Et en fait, ça redémarre après à 8, 10 000 par mois. Mais la moyenne est un indicateur extrêmement sensible aux extrêmes. Donc les gros salaires la montent beaucoup plus que les petits salaires ne la descendent en fait. C'est pour ça que le salaire médian est beaucoup plus pertinent en termes d'indicateurs statistiques. Mais, pardon, ça veut dire en fait que Delphine Ernotte, elle gagne quand même en un mois ce que tu gagnes en un an. Voilà, on va la faire simple. Exactement. Parce que ça fait 3 fois qu'elle est reconduite. Hein. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du service public. Donc c'est que Macron l'aime bien. Et j'ai quelques éléments qui viennent valider Il aime bien comment mon hypothèse. Moi, je suis pas timide, mais il n'y a qu'une personne qui vraiment me met parfois en difficulté, pour de bonnes raisons, c'est le président de la République. Donc j'ai essayé de conserver, de chasser ma timidité, en dépit de votre présence gracieuse. Comment faire aussi bien qu'être reçu par le président de la République. Et donc, je vais remettre le prix parce que moi, je suis pas... Voilà, écoute. Présence gracieuse, elle parle à Macron et de Macron? Oui. Waouh. C'est une remise de prix de talent des cités. Et surtout, on ne va pas parler de promotion canapé, parce que... Bon, on va pas rentrer dans le physique. On va pas tacler sur le physique. Non, on va pas attaquer sur le physique. Voilà. Restons gentlemen. Restons gentlemen. Finesse. Mais en tous les cas, c'est une courtisane, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est Louis XVI. J'ai une petite, justement, si on parle d'économie. Ah ben allons-y sur l'économie. Et de Macron, hein, c'est Fitch a dégradé la note de la France. Aïe, aïe, aïe. On croyait que Macron était le Mozart de la finance. En fait, c'est le Richard Klederman du plan épargne-logement. De triple A en 2013 à un simple A+ aujourd'hui. Mais dites-moi, qui était ministre de l'économie à cette époque? Ah mais oui. Oui, donc merci Macron qui nous fait dégringoler chez Fitch. Eh bien, écoute, moi, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que j'avais préparé un petit truc sur l'économie. Figure-toi qu'au moment où Fitch dégradait la note, le jour même où Fitch dégradait la note de la dette française, notre presse locale sortait ses conclusions au sujet des rapports de l'INSEE sur les prévisions de croissance 2025. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Parisien et le Figaro n'en tirent pas du tout les mêmes conclusions.
Alors dans le Parisien, on a décidé que la vie était belle, on la joue à fond France Potemkin. Le journal axe son papier sur la réévaluation de la croissance par l'INSEE de 0,6, attention, que ça soit bien, à 0,8. Waouh! Ouais, ça envoie du bois. Oui, tu entends bien, Louis-Marie, on est quand même un peu sur le trait de la ligne du zéro, là, quand même. Alors, dans le Figaro, on est un peu plus prudent. Et on a lu d'autres rapports complémentaires de l'INSEE. On est un peu plus loin que la couverture. Je cite le Figaro. Si les gains de pouvoir d'achat ont été plus importants en France qu'ailleurs en Europe, la situation resterait morose dans les mois à venir, indique l'étude. Après une progression modérée au premier semestre, de 0,1 au premier trimestre, puis de 0,4 au deuxième trimestre, le pouvoir d'achat des ménages se replierait nettement sur les 6 mois suivants, de 0,1 d'abord, puis de 0,7, anticipe l'INSEE. Bref, les Français sont des méchants et ne jouent pas le jeu de la confiance dans la croissance merveilleuse de la France. À un peu plus de 0%. Enfin, comment ne pas y croire, quoi, franchement. Moi, ça fait 40 ans que j'entends que la France est à 0 ou un peu plus de croissance. C'est le moment d'acheter. Donc les Français ne consomment pas et sont de plus en plus nombreux à anticiper une grosse crise. Vraiment, les Français, vous êtes des méchants égoïstes, limite d'extrême droite. C'est l'anti-France, ça c'est l'anti-France. Autre chiffre que j'ai repéré sur ma petite revue de presse, figure-toi qu'en termes de richesse par habitant, le site officiel Eurostat nous indique que la France n'est plus que 10e en Europe. Et c'est encore pire si on retire la région Île-de-France. C'est encore plus spectaculaire, là, on dégrade carrément, quoi. L'immense majorité du territoire français a un produit intérieur brut en dessous de la moyenne européenne. On est donc parmi les plus pauvres. Quand je dis que ce pays glisse dans la tiers-mondisation, ce n'est pas du pipeau, c'est une réalité, ça se dégrade à vue d'œil. On vous mettra les liens des 2 articles, et des 3 articles d'ailleurs, sur la page Facebook. Tout ça ces papiers sont sortis le même jour que l'annonce de la dégradation de la note par Fitch. Et en plus, sur les statistiques de l'INSEE qui sont très bien faites, il n'y a pas de problème. Non, mais tu vas voir, ne doute pas, homme de peu de foi. Je vais te dire, elles sont très bien faites, mais avec des gros biais. Le biais est le suivant, parce que les statistiques, c'est toujours la même histoire. Hein, les chiffres ne mentent pas, les menteurs aiment les chiffres. Dans la croissance, on intègre peu ou prou, il nous faut intégrer l'inflation. Parce que c'est sûr que si la croissance augmente mais que l'inflation augmente plus, ta croissance défalquée de l'inflation, tu la prends dans la gueule, il n'y en a pas. Et en fait, c'est tout simplement de quelle manière on calcule l'inflation. Et c'est à ce moment-là, sur la manière qu'on a de calculer l'inflation, qu'on va pouvoir limiter la casse. En fait, on est en récession. Oui. On est en récession parce qu'on a un PIB, si on retire pas l'inflation, tu vas voir qu'on a un PIB qui s'effondre, quelle que soit la manière dont on calcule, enfin, on peut limiter l'impression qui s'effondre. Mais globalement, quand tu passes de 0,1 à 0,2 à 0,6 à 0,7 d'année en année, et que tu as été à un moment donné dans ton existence, les 30 glorieuses à 10%, c'est que de toute manière, l'augmentation cesse d'augmenter. Et puis qu'on est de plus en plus nombreux surtout. Et qu'on est de plus en plus nombreux. On est en récession depuis 1975, je pense. Oui. Date à partir duquel on a commencé à faire du déficit. Et si tu prends un niveau mondial en PIB, PPA, c'est-à-dire par parité en pouvoir d'achat, donc qui est le seul truc qui permet de comparer des PIB internationaux différents, enfin de pays différents, tu vois que le PIB des BRICS est passé devant celui du G7, mais pas qu'un peu, c'est-à-dire qu'on était 2 fois supérieur à eux. Quand je dis 11, c'est parce qu'on est dans le G7. On était 2 fois supérieur à eux il y a 20 ans, et aujourd'hui, ils sont quasiment 2 fois supérieurs à nous. Voilà, l'Occident, c'est fini. C'est plus notre tour. Eh oui, voilà. This is the end. This is the end. Donc, c'est fini, c'est la conclusion. Et j'ai une petite brève. Alors, juste pour l'INSEE, en fait, c'est ce que tu me dis, quand je te dis que moi je suis un peu sceptique sur les calculs de l'INSEE, ce genre de qualité, hein, j'en connais personnellement, mais bon, tu as Gilles Raveau qui rappelait que, par exemple, sur le calcul du pouvoir d'achat, ils ne prennent pas en compte le logement. Voilà, bon, c'est le grand truc. C'est juste la moitié des revenus des Français, enfin des coûts des Français. Dans l'inflation, ils prennent pas, ou alors ils minimisent le coût du logement, et ils ont une manière très simple aussi de calculer l'inflation en disant que les gains technologiques te permettent d'obtenir, tu vois, là tu as un magnifique micro Shure devant toi, il est beau ton micro. Bon, ce truc-là, tu l'as pas payé très cher, on regarde de l'équivalent d'il y a 20 ans. Ouais, mais c'est parce qu'il est fabriqué à l'autre bout de la planète par des enfants au fond d'une mine. Mais maintenant, tu as une amélioration
pour un prix constant du produit. Donc, c'est qu'il baisse. T'imagines bien que pendant les 30 Glorieuses, je crois qu'on est à 11 ou 12% de croissance cette année. Allez, vas-y. Mais 14. Mais 14, c'est pas grave. Fais péter le chômage pour tout le monde. Voilà, donc je pense que là c'est fini, quoi, 0,1, et ça fait combien de temps qu'on n'a pas dépassé le 0,5, quoi, et à chaque année ils disent on est obligé de revoir à la baisse parce que nos prévisions étaient un petit peu optimistes. Oui. Attends, parce que vraiment ça se présente pas bien. L'Allemagne a perdu, c'était ça ma brève, l'Allemagne a perdu 125 000 emplois ces 6 dernières semaines. Et en cause, c'est la fin de l'énergie pas chère qui était le gaz russe. Voilà, c'est con, ils se sont tirés une balle dans le pied, donc 125 000 emplois. Tu vois que dans pas longtemps, l'Allemagne va dire l'Europe, en fait, ça nous intéresse plus. L'euro, surtout, ça nous intéresse plus. Et on voudrait rejouer notre partition en solo. Oui. Écoute, j'attends ce jour avec impatience. Et là, l'Europe, c'est terminé. Hein. Écoutez bien les gens. C'est fini l'Europe, hein. C'est fini Erasmus. Commencez déjà à stocker la nourriture. Le PQ, le riz. Voilà. Videz vos comptes, enfin des choses de base, quoi. Alors, tout va mal, mais tout ne va pas si mal, car en France, figure-toi, on n'a pas de boulot, mais on a le sourire. Dans Ouest France, on apprend qu'à Toulouse, 300 candidats recalés au même poste de chargé de communication ont organisé un pot géant dans un bar de la ville pour célébrer ça. Alors, pourquoi, me diras-tu, comment ça se fait qu'il savait. Quelle est cette histoire ? Eh bien, en effet, dans l'entreprise qui a effectivement besoin d'un bon chargé de com, n'a pas caché les adresses aux destinataires en envoyant un mail groupé de refus aux candidats à son offre d'emploi. Classique. Donc ils sont tous retrouvés sur un gigantesque groupe WhatsApp, en fait. Tous les recalés, ils étaient 340 pour te dire. 300, une annonce de chargé de communication à Toulouse, c'est 340 réponses, enfin 341. Il y a quelqu'un qui a fini qui a dû avoir le taf. Une annonce, ça se trouve, il était promu en interne. Et donc alors je te lis quelques témoignages. Je ne m'attendais pas à lire un mail négatif et à être super triste, et je n'ai jamais autant rigolé, explique Fiona. Ce qui est triste, c'est de se rendre compte qu'on était beaucoup à avoir postulé. On est dans un secteur bouché, ce n'est pas évident à vivre, mais on a réussi à en faire quelque chose d'un peu moins triste. C'est une bonne manière de dédramatiser la situation. Voilà, ça c'est l'esprit jamais trop pas assez. Mais comme disait Emmanuel Todd, les Français font ce qu'ils savent faire de mieux, improviser. Un peu comme nous, tu vois, c'est quand on improvise que ça devient plus fluide. D'ailleurs, un endroit où je vous déconseille d'aller postuler pour chargé de com, c'est à l'ONU. Parce que se passe encore là-bas. Que Trump a décidé de plus payer, donc ils ont 2,4 milliards de dollars d'arriérés, ils vont réduire de 20% les effectifs, et alors par contre apparemment l'aide humanitaire sera revue à la baisse aussi. Voilà, donc l'ONU aussi, ne postulez pas les gens, pas à l'ONU en tout cas. Eh bien, non, mais c'est noté. Je ne postulerai pas. Il n'y a aucun souci. En fait, ça fait quoi un chargé de com ? Chargé de communication, c'est très simple. Alors, c'est vraiment, ça fait partie des intitulés de métier un peu à la con, parce que en fait, ça peut tout faire. Ça peut tout faire et rien faire. Donc déjà, il faut que quand tu as une annonce de chargé de communication, il faut savoir si c'est print, digital, relations presse. Tu vois déjà. Alors souvent, c'est les trois à la fois. Déjà, bon. Voilà. Donc en gros, tu peux te retrouver avec 13 métiers différents à faire. Donc voilà, c'est ce que je me suis toujours dit, mais ça peut, t'as des fois. C'est quoi ? C'est compliqué. Tu peux avoir des annonces de responsables de communication qui sont qui demandent moins de compétences que des fois des annonces de chargé de communication. Voilà. Par contre, il y a une grille des salaires. Par contre, effectivement, chargé de communication, c'est surtout ça que ça veut dire, c'est que tu vas pas dépasser les 2005. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Tu ne seras pas la Delphine Ernotte du chargé de com, quoi. Non. Écoute, parce qu'elle est chargée de com, en fait. Oui, bah là, c'est de la représentation petit four, léchage de bottes et. Elle a dit, de toute façon, elle est là pour faire, c'est du greenwashing. Elle est là pour vendre des éoliennes, servir les intérêts des mecs des éoliennes. Tu vois, toi et moi qui avons connu l'URSS moi, j'ai connu l'URSS, bien sûr, j'y allais tous les week-ends. Couillon, bien sûr que tu as connu l'URSS. Moi, j'y ai été d'ailleurs. Oui, je sais, moi, j'ai jamais mis les pieds. Bah bon, en tous les cas, j'y ai été, j'ai vécu. Je connais bien le communisme des grands jours, et je ne peux m'empêcher de voir des parallèles quant à la propagande officielle, la Pravda. Et alors, tiens, j'ai vu une bonne blague, c'est pas de moi, mais quand on voit Delphine Ernotte, on peut dire le diable s'habille en Pravda.
À propos, toutes nos amitiés à Anne Hidalgo, mais qui s'habille aussi en Pravda. Empêtrée dans d'odieuses révélations encore d'extrême droite, comme toujours, qui osent dire que... C'est 80 000 € de frais de vêtements. Ouais, j'ai vu 900 balles pour une épilation intégrale à Tokyo. Ah, voilà. En plein Covid. À Tokyo, c'est pourquoi elle voulait de la cire japonaise. En plein Covid. Non, ça c'est... Ouais. Et c'est des notes de frais, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu... Tu veux dire qu'elle s'est fait la chatte en ticket de métro à Tokyo. Moi, en plus, ils s'en cachent pas, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est des trucs officiels. Et puisqu'on parlait de la Suède, c'était au Danemark où il y avait une ministre qui, pour avoir acheté une boîte de chocolat avec la carte bleue du ministère, a été obligée de démissionner. Non, alors que là, Anne Hidalgo, elle porte plainte contre l'association qui a sorti le truc. Oh, punaise. Non, mais ces gens-là, en disant je n'ai pas de leçon de déontologie à recevoir. Ouais. Non, c'est simple, les gens de gauche n'ont pas de leçon à recevoir. Point. Ils enjambent la loi, ils enjambent la morale, ils enjambent la vie humaine. Ils sont meilleurs. Voilà, ce sont Quand tu auras compris ça, mon cher Seb, tu pourras... Ils pensent pour toi et mieux que toi pour toi. Voilà. Ils savent ce qui est bon pour toi. Comme disait Pierre, c'est Pierre Bourdieu qui disait ça. Il dit, les gens... Des fois, il faut un peu... Il faut penser à leur place. Il faut penser à leur place. Voilà. Ils sont pas de bagage universitaire. C'est ça le problème. De toute façon, la démocratie en France n'a jamais été pensée pour que le peuple vote et dirige. Elle a été pensée pour qu'on dirige à sa place, pour Anne Hidalgo. Okay. Voilà, je vais détendre l'atmosphère avec une nouvelle petite dédicace qui... Alors, je ne t'ai pas prévenu. Tu vas écouter, tu vas me dire... Oui, tu m'as rien dit. Attends, il est où ? Je te passe. Je regarde le déroulé. Parce que pour une fois que j'ai une vidéo qui tombe au bon moment, je la passe. Alors, si tu veux, j'ai bien connu Lucius Malfoy, puisqu'on a fait de la tôle ensemble à Azkaban, quand j'ai été condamné pour avoir dit que McGonagall n'était pas une femme biologique. Donc tous ceux qui voient encore Malfoy comme une figure de la droite viriliste, je tiens à leur dire que je l'ai vu dans sa cellule en train de chialer et d'appeler sa mère, voilà. Et si tu veux, ça résume bien les sorciers dont le courage va toujours être conditionné par leur domination institutionnelle. Alors que moi, d'une certaine manière, j'incarne encore la dignité moldue. J'ai pas besoin de faire partie du peuple élu et de balancer des effluves avec un petit bâton de merde pour savoir me défendre au quotidien. Moi j'ai fait de la boxe française pendant 12 ans, donc je peux encore casser la gueule d'un basilic à main nue. Alors moi, Voldemort, j'ai presque du respect pour lui parce qu'il avance encore à visage découvert. C'est toujours un mec à l'ancienne. Contrairement à toutes les petites fiotasses de l'ordre du Phénix, qui prétendent nous considérer comme leurs égaux, mais qui derrière me collent des procès au cul quand je rappelle que Hagrid a touché des enfants. Voilà. C'est une parodie d'Alain Soral chez Harry Potter. Voilà. C'est un peu le fil conducteur. C'est ça. Mais J.K. Rowling, de toute façon, je suis sûr que c'est une fasciste. Ouais, elle est d'extrême droite, c'est sûr. Ouais. Nous sommes tous d'extrême droite. Nous sommes tous des enfants d'extrême droite. Je pense, oui. Écoute, on va tranquillement, je pense qu'on va s'acheminer vers notre culture. Mais culture, oui. Alors culture, avec un épisode des Losers. Ouais. C'est parti. Ouais. Ils ont failli connaître le succès et ils ont raté la marche. Ils ont tutoyé le ciel, la gloire et ils ont chuté. Dans cette rubrique, je veux rendre hommage aux losers du rock, aux faces B de l'industrie du disque, à ceux et celles qui ont loupé le train et que l'histoire a laissé sur le bas-côté de la route 666. Alors mon cher Seb, pas de rocker miteux aujourd'hui, pas de guitariste génial mais inconnu ou de chanteuse punk suicidée, mais un joueur de jazz, un sublime loser d'une musique où s'enchaînent les destins pathétiques, un misérable et talentueux trompettiste oublié, Tony Frucella. Tony naît en 1927 à Orangeburg dans l'État de New York, dans un orphelinat, où il apprend à jouer de la trompette, ce qui lui permet de jouer dans un orchestre militaire à sa majorité. Libéré de ses obligations, il vit à New York où il gagne sa vie en jouant avec Lester Young, Jerry Mulligan ou bien Stan Getz. Pas mal, non ? En 1954, il joue au festival de Newport. Tout va bien pour lui, puisqu'en 1955, l'année plus tard, alors qu'il a 28 ans, il enregistre son premier album pour le label Atlantic. Il ne sait pas que ce sera le seul, mais il est magnifique. Sauf que l'alcool, cette drogue du pauvre, le ronge. Il est incarcéré et hospitalisé plus souvent qu'à son tour. Il dort à la rue ou en prison et vit en faisant l'aumône pour gagner de quoi se payer son litron de rouge dégueulasse. Il meurt comme meurent souvent les clochards dans la solitude et le froid, et d'une cirrhose en 1969. Il avait le feulement désespéré de l'homme qui se sait condamné, quoi qu'il fasse. Le son des résignés, des épaules basses et des regards tristes.
Le critique a dit de lui, il n'était pas Bix Beiderbecke, encore moins Miles Davis, mais la richesse de son registre grave et médium le différenciait immédiatement. Tony jouait moyen et haut tour, ni haut ni bas, ni lent ni vite, avant et après la note, à la frontière de la mélodie, dans l'instant présent et le suivant. On pense à Chet Baker, une autre histoire de merde. Il y avait de la brume dans la trompette de Tony, celle qui monte de l'océan les jours de matin gris sur Dunkerque, quand un ciel voilé de blanc s'installe. Il y avait l'automne dans un pays sans arbres, de la mer et du ciel gris qui lui ressemblait, des maisons en briques rouges, des jours sombres, du chagrin et des soleils timides sur le port, et toujours cet étonnement. Moi aussi je me suis dit ça. J'ai appris l'autre jour la mort, enfin avant-hier, en sortant d'un rendez-vous. J'ai vu cette news s'afficher sur mon fil Twitter. Robert Redford est décédé à l'âge de 89 ans. C'est bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est passé presque inaperçu. Enfin, ça n'a pas vraiment... Il n'y a pas eu beaucoup d'écho, comme s'il était déjà d'un autre temps. En fait, ça m'a fait bizarre, ça. Parce que moi, quand j'étais môme, il était déjà un peu de la génération... Pas has-been, parce qu'il faisait encore des films et tout, mais Out of Africa, c'était déjà un peu son comeback. Moi, j'avais 12-13 ans peut-être. Mais en fait, il a une carrière de star assez courte. Redford, je pense, en gros, c'est fin des années 60. Il n'a pas été une star toute sa vie? Non, oui, si, mais en fait, il a à partir d'Out of Africa, il s'est un peu retiré. Déjà, il a fait de la réalisation, il a fait des films où il ne jouait pas. Il a fait le festival de Sundance, et il a eu une deuxième partie de carrière qui est presque plus longue que la première, où il a eu une vie de producteur, de réalisateur. Il a fait un film, il a fait Au milieu du coup de la rivière, il a fait Quiz Show, il a fait Ordinary People, qui a eu même l'Oscar du meilleur réalisateur. Il y a L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, je crois que c'est lui aussi. Enfin, il a fait beaucoup de films. Milagro, il paraît que c'est super, tout le monde me dit que c'est très bien, je ne l'ai jamais vu, mais il paraît que c'est très bien. Alors moi, Robert Redford, bon, il y a beaucoup de films, Les Hommes du Président... ce mec est trop beau, il a fait trop de bons films, moi je l'aime pas. Si j'ai un seul film à vous recommander, c'est presque un film de chevet, je l'ai avec moi, j'ai le DVD avec moi tout le temps. Voilà, ça s'appelle... Tu dors, je suis sûr que tu le mets sous ton oreiller. Tu sais que j'ai l'affiche de ce film, j'aurais dû la mettre là. J'ai l'affiche de ce film. J'aime beaucoup ce film. C'est Jeremiah Johnson de Robert Redford. C'est l'histoire d'un mec qui dit merde à la société, qui va dans les montagnes et qui va payer le prix fort de dire merde à la société en fait. Mais il va pas abandonner, c'est-à-dire il ira jusqu'au bout de son choix. Et c'est un film qui a été beaucoup imité. Après, il y a eu c'est de Sidney Pollack. Alors, c'est de Sidney Pollack. Okay. Alors, c'est un film plutôt de gauche en fait au départ, parce que Pollack est de gauche, Redford est de gauche, et il y a un peu une dimension un peu hippie dans ce film, un peu à côté, mais c'est la fin du mouvement hippie. Oui, 1972, oui, c'est ça. Ils descendent un peu de leurs champignons. Ouais, ils descendent un peu, et le film est assez cruel. C'est pas une bluette, c'est un film assez cruel et qui est assez radical. Et provenant d'Hollywood, c'était à l'époque du nouvel Hollywood, donc ils expérimentaient pas mal de choses, mais je pense que ça a été refait. Ça a été beaucoup imité. Il y a eu The Revenant avec DiCaprio qui est vraiment très proche. C'est pas la même chose, mais c'est dans le même esprit. Et puis ça me fait penser au film là, de Sean Penn sur le mec qui va en Alaska. Exactement, ça ressemble beaucoup au film de Sean Penn. Wildlife. Alors je ne sais plus. Into the Wild. Into the Wild, voilà. Ça me fait penser à ça. Ça pourrait être ça, mais c'est plus rude et moins clip. Voilà, c'est beaucoup plus rude. Donc voilà, Jeremiah Johnson avec Robert Redford, un film de Sidney Pollack, probablement le meilleur film de Pollack et pour moi un des meilleurs films de Redford. Et je pense qu'il y a beaucoup de Redford dans ce film-là, parce que clairement il est habité après ça, ça a été tourné dans l'Utah et il est allé habiter là-bas après. Et je pense que ça le résume bien. Moi j'ai souvenir des Hommes du Président avec Dustin Hoffman. Oui, alors c'est un peu plus tard. C'est sur le 76, les sur Hommes le du Président, Watergate. c'est sur le Watergate, et on attend un film français de la même trempe d'ailleurs sur les histoires politiques françaises. Sur le France Intergate, voilà, tu vas voir un téléfilm avec Mimi Mati et puis c'est tout ce que t'auras, mon chéri. Il n'y aura rien du tout. On ne fait pas de films politiques en France. On fait beaucoup de films politiques dans des registres qui n'en sont pas. C'est-à-dire que les choix sont toujours politiques, mais des vrais films qui abordent des questions politiques, on ne les fait pas. Géraldine, une bourgeoise qui s'ennuie du 16e arrondissement, accueille dans sa vie Mahmoud, un jeune migrant afghan, dont elle apprend et dont elle découvre avec stupeur qu'il est un chanteur d'opéra né. Et tous les deux vont ouvrir une épicerie végane à Montreuil.
Voilà, s'ennuyant dans un couple qui n'a plus de couple que le nom. Et ils devront affronter l'hostilité locale des nervis d'extrême droite. Du 16e arrondissement. Voilà, bon, on vous a résumé. Ça va durer 1h30 et ça te coûtera 20 €. Ceci me rappelle, Louis-Marie, qu'il faut qu'on fasse absolument une émission spéciale cinéma. Je pense que le peuple réclame ça. Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille. Eh bien, c'était le numéro 15 de Jamais trop pas assez avec Louis-Marie et Seb Musset. Alors, moi, je tenais à vous faire passer ce petit message. On a besoin beaucoup d'abonnements sur YouTube. Voilà. Abonne-toi sur YouTube, actionne la cloche. Voilà. Je te tutoie. Abonne-toi. Je te tutoie, ami jeune. Abonne-toi. On voulait. Alors, Louis-Marie, tu avais un message pour nos auditeurs, nos fidèles auditeurs. Je vous aime. Voilà, c'est succinct, mais non, tout ça pour vous dire qu'on a de plus en plus de retours, ça fait plaisir, et puis on expérimente des nouveaux formats, on va essayer de faire venir des invités. Voilà. On teste le matériel, on commence à être de mieux en mieux avec donc du matériel entièrement dédié au podcast, matériel de professional. Voilà, nous sommes les Redford du podcast dissident, donc abonne-toi. On n'est pas encore parti dans notre montagne, on va encore faire quelques numéros, je pense. On se retrouve mercredi prochain. Mercredi, alors j'ai pas la date, ça doit être le 25. Le mercredi, c'est... Attends, non, 25, c'est possible ? Non, c'est le 24, c'est le 24. On se retrouve mercredi 24 pour un nouveau numéro de Jamais trop pas assez, et on vous dit... portez-vous bien. À très vite.